La nuit versaillaise était glaciale, d'une humidité pénétrante qui s'infiltrait sous les vêtements et mordait la peau. Une pluie fine mais incessante tombait en diagonale, transformant les rues pavées du quartier chic en miroirs sombres, où se reflétaient les lumières chaudes des demeures cossues. Devant l'une d'elles, une imposante maison à l'architecture classique, tout n'était qu'ordre et perfection. Derrière les grandes fenêtres, aux rideaux de velours, on devinait la chaleur d'un foyer, la quiétude d'une vie réglée et sans accroc. Mais dehors, sur le trottoir détrempé, la réalité était tout autre. Le contraste était brutal, presque violent. La sécurité et la rigidité morale d'un monde protégé contre l'abandon total d'une jeune fille laissée pour compte, seule face à la rigueur d'une nuit qui semblait ne jamais vouloir finir. C était un tableau de désolation silencieuse, une scène de rupture qui venait de se jouer sans le moindre témoin. Chloé Moreau se tenait là, immobile, comme pétrifiée par le froid et le choc. Âgée de 17 ans à peine, elle avait l'air d'une poupée de porcelaine que l'on aurait brisée, puis jetée sous l'averse. Ses longs cheveux bruns, habituellement coiffés avec soin, étaient maintenant plaqués sur son visage par la pluie, encadrant des joues rougies par les larmes. Son manteau de marque, symbole d'un statut social qui venait de lui être arraché, était trempé et pesait lourdement sur ses épaules frêles. Dans son regard, habituellement si brillant et plein des promesses de l'avenir, il n'y avait plus qu'un vide immense, un mélange de panique et d'incompréhension. Elle serrait contre elle son sac de cours, un simple sac en toile contenant ses manuels de terminale, comme s'il s'agissait du dernier vestige de la vie qu'elle connaissait, de la fille modèle qu'elle avait toujours été. Le son résonnait encore dans sa tête, plus assourdissant que le murmure de la pluie. Le claquement sec de la lourde porte en chêne, suivi, une seconde plus tard, par le bruit métallique et définitif du verrou que l'on tourne. Ce simple clic avait été le point final, la sentence irrévocable qui la séparait de tout ce qui constituait son monde, sa chambre, sa famille, son avenir tel que ses parents l'avaient dessiné pour elle. Les derniers mots de son père flottaient encore dans l'air, froids et tranchants comme une lame. « Tu as déshonoré cette famille. Tu n'as plus ta place ici. » Sa mère, en larmes, n'avait rien dit, son silence étant une forme de consentement encore plus douloureuse. Léo, le père de son enfant, lui avait tourné le dos bien avant, exigeant une solution qui anéantirait la vie qu'elle portait. Rejetée par tous, elle était désormais une étrangère devant sa propre maison. Elle resta là un long moment, incapable de bouger, le corps parcouru de tremblements incontrôlables. La pluie redoubla d'intensité, comme si le ciel lui-même voulait laver la trace de sa présence sur ce trottoir. Une de ses mains, instinctivement, se posa sur son ventre encore plat, un geste de protection inconscient envers la petite vie innocente qui était la cause de tout ce chaos. C'est dans cette solitude absolue, face à la porte close de son enfance, qu'elle comprit que son ancienne vie était terminée. Il est déchirant de voir comment un foyer peut se transformer en prison, puis en exil, en l'espace d'une simple conversation. Si vous croyez que des histoires comme celle de Chloé doivent être partagées pour éveiller les consciences, votre abonnement est le plus beau des soutiens pour nous permettre de continuer à leur donner une voix. Elle devait maintenant survivre, pour elle et pour l'amour qu'il avait choisi. Les premières heures furent un brouillard de froid et de confusion. Chloé marcha sans but, ses pas la portant à travers les rues endormies de Versailles, loin du quartier qui avait été sa cage dorée. Chaque vitrine éclairée lui renvoyait le reflet d'une étrangère, une silhouette trempée et brisée dont elle ne reconnaissait pas la détresse. Le choc initial laissait peu à peu place à une peur viscérale, une angoisse qui lui nouait l'estomac bien plus que la faim. Elle n'était personne, n'avait nulle part où aller. Le monde, qui quelques heures plus tôt semblait s'ouvrir devant elle avec la promesse d'un avenir brillant, était devenu un territoire hostile et indifférent. Elle serrait son sac de cours contre sa poitrine, les livres à l'intérieur étant le seul poids tangible qui la rattachait encore à une forme de réalité, à la jeune fille studieuse qu'elle avait été. La pluie finit par s'apaiser, laissant place à un froid plus sec, plus mordant.
Épuisée, Chloé trouva refuge dans la salle d'attente de la gare de Versailles-Chantier. La lumière crue des néons y était impitoyable, révélant la misère silencieuse des quelques autres âmes perdues qui y passaient la nuit. Assise sur un banc en plastique dur, elle observait le grand tableau des départs, chaque destination lui semblant aussi inatteignable que la lune. Elle tenta de dormir, mais son esprit était un tourbillon d'images et de sons, le visage furieux de son père, les larmes silencieuses de sa mère, le ton méprisant de Léo au téléphone. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le claquement de la porte résonnait, la faisant sursauter. La nuit fut une succession interminable de minutes glaciales, où la solitude était une présence physique qui l'enveloppait tout entière. Au petit matin, alors que la gare commençait à s'animer du flot des travailleurs matinaux, Chloé se leva, ses membres raides et douloureux, poussée par une soif insupportable et le besoin désespéré de chaleur, elle sortit dans les rues grises. C'est au détour d'une petite ruelle, loin des grandes avenues, qu'elle aperçut une modeste devanture. Le temps retrouvé, un petit café qui semblait avoir traversé les âges, avec sa peinture écaillée et ses lettres dorées un peu passées. Une douce odeur de café chaud et de croissant au beurre s'en échappait, une promesse de réconfort simple et honnête. C'était un monde à part, un univers à des années-lumière des salons de thé guindés qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Hésitante, elle poussa la porte, le tintement d'une petite clochette annonçant son entrée. L'intérieur était petit, chaleureux et rempli de l'âme de sa propriétaire. Derrière le comptoir en zinc, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel relevés en un chignon simple et au regard d'une douceur infinie, était en train d'essuyer des tasses. Elle s'appelait Hélène. Elle leva les yeux vers Chloé et son sourire s'effaça légèrement pour laisser place à une expression de pure bienveillance, sans la moindre trace de jugement. Elle vit la jeunesse de la fille, ses vêtements de marque trempés, ses yeux rougis et son épuisement. Sans un mot, elle lui désigna une petite table dans un coin. Quelques instants plus tard, elle posa devant Chloé une grande tasse de chocolat chaud, fumant, et une viennoiserie encore tiède. « Tenez, ma petite, ça vous réchauffera le cœur », dit-elle d'une voix douce. Ce geste simple, cette bonté inattendue et gratuite, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de sa résistance. Chloé fixa la tasse, la chaleur se propageant à travers ses doigts gelés, et sentit quelque chose se briser en elle. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit se mirent à couler, silencieuses d'abord, puis en sanglots incontrôlables qui secouaient tout son corps. Ce n'étaient plus des larmes de tristesse ou de peur, mais des larmes de soulagement, de gratitude et de pure exhaustion émotionnelle. Elle pleurait l'enfant qu'elle avait été, la vie qu'elle avait perdue, et l'injustice d'être seule au monde. Hélène ne dit rien. Elle s'assit à la table d'à côté, feignant de lire son journal, lui offrant la dignité de son chagrin sans l'intrusion de questions ou de pitié. Quand les sanglots se calmèrent, laissant Chloé vidée mais étrangement apaisée, elle leva les yeux vers Hélène. Dans le regard de cette femme, elle ne vit aucune curiosité malsaine, seulement une profonde empathie. Alors, les mots sortirent, d'abord hésitants, puis dans un flot continu. Elle raconta tout. La grossesse inattendue, la réaction de Léo qui ne voyait qu'un problème à éliminer, la conversation avec ses parents, leur obsession pour l'honneur et le qu'en dira-t-on, et enfin, la porte fermée. Elle parla de son amour pour ce bébé qu'elle ne connaissait pas encore, cet être minuscule qui était la seule chose qui lui restait. Hélène l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, son silence étant plus réconfortant que n'importe quel discours. Une fois le récit terminé, un long silence s'installa, seulement brisé par le ronronnement de la machine à café. Hélène se leva, lui resservit une tasse de chocolat chaud, puis parla enfin. Sa voix était calme, posée. Elle ne donna pas de conseils, ne jugea personne. Elle lui parla brièvement de sa propre vie, d'un mari perdu trop tôt, d'un fils parti vivre à l'étranger, de la solitude qui peut parfois peser lourd. Elle lui expliqua qu'elle avait une petite chambre à l'arrière, simple mais propre, qui ne servait plus. « Restez ici quelques jours, le temps de reprendre vos esprits.
Vous pourrez m'aider un peu au service. On verra pour la suite après. Pour Chloé, cette offre n'était pas un simple toit. C'était une main tendue au-dessus d'un abîme. Chloé accepta, les larmes aux yeux mais le cœur un peu moins lourd. Pour la première fois depuis des heures, un minuscule espoir commençait à poindre. Elle n'était plus complètement seule. Cette rencontre fortuite, cette étincelle d'humanité dans l'obscurité la plus totale, marquait le début de sa reconstruction. C'est incroyable, comme un seul geste de bonté peut rallumer une flamme que l'on croyait éteinte. Si vous pensez que ces moments de bascule, où tout peut changer, méritent d'être racontés, votre abonnement nous donne la force de continuer à partager ces histoires. Ce jour-là, dans ce petit café, Chloé ne trouva pas seulement un refuge, mais la force de commencer à se battre, non plus pour survivre, mais pour construire une vie pour son enfant. Les semaines qui suivirent furent un apprentissage brutal de la réalité. La petite chambre était effectivement simple, avec un lit étroit et une petite fenêtre donnant sur une cour sombre. Le travail au café était exigeant, surtout avec la fatigue grandissante de la grossesse. Chloé découvrit un monde qu'elle ignorait, fait de longues journées debout, de clients parfois impatients et de la nécessité de compter chaque euro. Elle se lança dans le labyrinthe administratif pour obtenir des aides sociales, se heurtant à la froideur des formulaires et à l'indifférence de certains fonctionnaires. Chaque démarche était un rappel de sa nouvelle condition. Une jeune femme seule, sans soutien familial, une statistique parmi d'autres. C'était un combat quotidien contre l'épuisement et le découragement. Mais les obstacles les plus difficiles n'étaient pas matériels, ils étaient en elle. La nuit, le silence de sa petite chambre était souvent peuplé par les fantômes de son ancienne vie. La voix de son père résonnait dans sa tête, la traitant de déception. Le souvenir du mépris de Léo lui serrait le cœur. La honte, ce poison que sa famille lui avait injecté, était un ennemi tenace. Elle se regardait dans le miroir, voyant son ventre qui commençait à s'arrondir, et luttait contre la peur panique de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne mère, de n'avoir rien à offrir à son enfant si ce n'est une vie de précarité. Ces moments de doute étaient des vagues qui menaçaient de la submerger, la laissant fragile et terrifiée. Pourtant, au milieu de ces difficultés, un lien puissant se tissait entre elle et Hélène. La vieille dame n'était pas une mère de substitution, elle était bien plus. Elle était un guide silencieux. Une présence stable et rassurante. Elle ne la couvait pas, mais lui apprenait par l'exemple la dignité dans le travail, la résilience face aux coups durs. Hélène lui montrait comment tenir un budget, comment cuisiner des repas simples et nourrissants, comment apaiser les clients difficiles avec un sourire. Leurs conversations, le soir après la fermeture, étaient des moments précieux. Hélène ne lui disait jamais quoi faire, mais en partageant ses propres expériences, elle lui donnait les outils pour trouver ses propres réponses. Peu à peu, une nouvelle routine s'installa, apportant avec elle un sentiment de stabilité. Le café devint son univers, les habitués du quartier, son nouveau paysage social. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec une sympathie discrète. Chloé apprit à ignorer les regards jugeurs et à chérir les petits gestes de gentillesse. Plus son ventre s'arrondissait, plus sa détermination grandissait. Chaque coup de pied du bébé à l'intérieur d'elle était un rappel vibrant de sa raison de se battre. Ce n'était plus une source de honte, mais une promesse d'amour inconditionnel. Elle n'était plus Chloé Moreau, la fille déchue d'une bonne famille. Elle était en train de devenir la mère de quelqu'un, une identité qu'elle construisait elle-même, jour après jour. Plusieurs mois étaient écoulés, apportant avec eux la naissance d'un petit garçon que Chloé avait prénommé Lucas. La vie était organisée dans une routine simple mais apaisante, rythmée par les services au café et les sourires de son fils. Le temps retrouvé était devenu son port d'attache, un havre de paix où elle se sentait enfin en sécurité, aimée et utile. Ce jour-là, un après-midi de printemps où le soleil filtrait doucement à travers la vitrine, la clochette de la porte d'entrée tinta d'une manière qui la fit sursauter. Deux silhouettes se tenaient sur le seuil,
Impeccablement vêtue, rigide et totalement étrangère à l'atmosphère chaleureuse du lieu. C étaient ses parents. Le cœur de Chloé se serra violemment dans sa poitrine, et son premier réflexe fut de resserrer son étreinte autour du petit Lucas qui dormait paisiblement contre elle. Sa mère s'avança, le visage fermé mais la voix mielleuse, empreinte d'une fausse sollicitude qui sonnait plus cruellement que n'importe quelle insulte. Elle ignora Hélène, qui les observait en silence depuis le comptoir, et posa son regard sur sa fille comme si elle était une anomalie à corriger. Elle parla de pardon, de l'opportunité de tout effacer, de reprendre une vie normale. Puis la condition tomba, froide et précise comme une sentence. Ils étaient prêts à la reprendre à la maison, à financer ses études, à lui redonner son avenir, à condition qu'elle confie Lucas à l'adoption, à une famille digne de ce nom, capable de lui offrir une véritable structure. Son père, en retrait, acquiesçait de la tête, son silence étant la confirmation brutale de cet ultimatum inhumain. Chloé les écouta sans les interrompre. Une étrange tranquillité s'emparant d'elle. Elle regarda leurs visages, ceux des personnes qui auraient dû être son refuge et qui n'étaient plus que des étrangers lui proposant un marché abject. Elle sentit le souffle régulier de son fils contre son cou, la chaleur de son petit corps, le poids tangible de cet amour inconditionnel qui avait donné un sens à sa vie. En cet instant, toute la honte et la peur qu'il lui avait infligées se dissipèrent, remplacées par une certitude aussi solide que le roc. Elle n'en était plus la petite fille terrifiée qui cherchait désespérément leur approbation. Elle était une mère. Elle leva les yeux, et pour la première fois, elle les vit tels qu'ils étaient. Deux personnes prisonnières des apparences, incapables de comprendre la nature même de l'amour. Sa voix, quand elle parla, était calme, dénuée de colère ou de larmes. C était la voix d'une femme qui avait trouvé sa place. « Ma famille, c'est ça, dit-elle en berçant doucement Lucas. C'est mon fils, et c'est Hélène, la femme qui m'a offert un toit et un cœur quand vous m'avez mise à la rue. » Elle les regarda droit dans les yeux. La force de ces mots suspendant le temps dans le petit café. « Je n'ai pas besoin de votre pardon, parce que je n'ai rien fait de mal. J'ai été abandonné par l'homme que j'aimais et par mes propres parents. La seule chose que j'ai faite, c'est de choisir la vie et de choisir l'amour. Un amour que vous ne connaîtrez jamais. » Chaque mot était une brique, construisant un mur infranchissable entre son passé et son présent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le masque de la fausse bienveillance, S, était fissuré, révélant un visage déconcerté, impuissant. Son père semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ils avaient perdu tout pouvoir sur elle. Ils n'étaient plus que deux figures pathétiques, venues avec une offre qu'ils croyaient généreuse, et qui repartaient les mains vides, confrontés à une dignité qu'ils ne pouvaient ni acheter ni briser. Sans un autre mot, ils firent demi-tour et quittèrent le café. Le tintement de la clochette scella leur départ définitif. Chloé resta immobile, serrant son fils contre elle, et croisa le regard d'Hélène. Un sourire ému se dessina sur les lèvres de la vieille dame. La bataille était terminée. Chloé était enfin libre. Les années qui suivirent cette confrontation ne furent pas seulement une confirmation de sa liberté, mais la construction patiente et joyeuse d'une nouvelle famille, bien plus solide que celle que le sang lui avait imposée. Hélène, voyant en Chloé la fille qu'elle n'avait jamais eue, et en Lucas, le petit-fils dont elle rêvait, entama des démarches pour devenir officiellement leur soutien. Ce ne fut pas une adoption au sens strict, mais un acte légal qui fit d'elle la tutrice de Chloé jusqu'à sa majorité, et surtout un pilier indéfectible dans leur vie. Le temps retrouvé devint le cœur battant de leur univers, un lieu où les rires de Lucas se mêlaient à l'odeur du café et à la bienveillance des habitués. Chloé avait cessé de regarder en arrière. Son foyer N était plus une maison cossue de Versailles, mais ce petit coin de monde où l'amour N n'était pas une condition, mais une évidence. Poussée par le souvenir de sa propre détresse et par une gratitude infinie envers Hélène, Chloé sentit naître en elle une vocation. Elle ne voulait plus seulement survivre, elle voulait aider.
Tout en travaillant au café la journée, elle s'inscrivit à des cours du soir pour terminer son lycée, puis se lança avec une détermination féroce dans une formation pour devenir assistante sociale. Les nuits étaient courtes, les journées épuisantes, partagées entre les biberons, les livres et le service. Mais chaque obstacle était surmonté avec une force nouvelle, celle d'une mère qui se bat pour offrir un avenir à son fils et celle d'une femme qui transforme ses cicatrices en un projet de vie. Elle voulait être pour d'autres jeunes filles perdues ce qu'Hélène avait été pour elle, une main tendue dans l'obscurité, la promesse qu'un nouveau départ est toujours possible. 5 ans plus tard, le rêve était devenu réalité. Juste à côté du « temps retrouvé », dont la façade avait été joliment rafraîchie, une nouvelle enseigne était apparue, l'Ancrage. C était un petit centre d'accueil de jour que Chloé avait fondé, grâce à des subventions et au soutien de la communauté locale, destiné aux jeunes mères célibataires. Le lieu était chaleureux, accueillant, un refuge où l'on pouvait trouver une écoute, une aide administrative et surtout une absence totale de jugement. Depuis la fenêtre du café, Hélène, les cheveux désormais entièrement blancs, observait souvent la scène avec des yeux brillants de fierté, tout en gardant un œil sur Lucas, un petit garçon de 5 ans plein de vie qui jouait sur la terrasse. Le cycle de la douleur avait été brisé pour faire place à un cycle d'entraide et d'espoir. Un soir, alors qu'une pluie fine rappelait étrangement cette nuit lointaine, la porte de l'Ancrage s'ouvrit doucement. Une adolescente, trempée et le regard rempli de la même panique que Chloé avait connue, se tenait sur le seuil. Chloé s'approcha, son visage serein et son sourire empreint d'une profonde empathie. Elle ne voyait pas un problème, mais une promesse. Elle posa une main douce sur l'épaule de la jeune fille et, de la voix la plus calme qui soit, lui dit les mots qu'elle aurait tant voulu entendre des années auparavant. « Entre, ici, tu es en sécurité. Chaque vie sauvée est une victoire. Et c'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à éclairer ces gestes d'humanité qui changent le monde, une personne à la fois. Votre abonnement est le maillon qui renforce cette chaîne de solidarité.